Bonsoir et bienvenue dans ce 17h de ce mercredi 4 décembre 2024, dont voici les titres. Au sommaire de cette édition, victimes de violences, les femmes handicapées marginalisées voient leur participation dans le fonctionnement de la société limitée. Et puis, commune de Ficelle, consultation gratuite des enfants âgés de moins de 14 ans, une initiative de l'association One Love ODB et la mairie. Et puis, Podor, le conseil départemental l'IPAR et l'école des entrepreneurs du Québec unissent leurs forces pour une transition écologique. Et puis, la deuxième partie de cette édition, l'invité de la rédaction, M. Taladian, président de l'Irak, qui va revenir sur la publication de la liste des médias conformément à la réglementation et le cas des radios communautaires. Mesdames et messieurs, tels sont les titres. Tout de suite, le développement. Je vous le disais dans les titres, les violences faites aux femmes, plus particulièrement celles en situation de handicap, sont de plus en plus fréquentes dans le pays. Ces femmes, souvent marginalisées et stigmatisées, subissent des stéréotypes sociaux. Ces pratiques, en plus de porter atteinte à leur dignité, limitent leur pleine participation dans le fonctionnement de la société. Dieynaba Omar Sow, reportage. Les femmes en situation de handicap, quelle qu'en soit la forme, sont souvent stigmatisées, marginalisées et parfois même violentées. Ces pratiques, en contradiction avec le respect des droits humains et de la dignité de la personne, témoignent d'un profond manque d'inclusion et de justice sociale. Il y a des violences physiques, des violences verbales, des violences économiques aussi, même les mariages. Même les mariages, quand tu es amoureux de quelqu'un, il te dit, tu vas voir mes parents, mais quand ses parents te voient, ils te minimisent. Il te dit, non, tu ne vas pas épouser cet handicapé-là. Le travail aussi, quand le matin, tu vas au travail, le bus là, quand tu arrêtes une bus, ils te voient que tu es handicapé, tu as une fauteuil roulant ou bien un béquille. Il s'en va. Dans leur lieu de travail, leur maison ou simplement dans la rue, ces femmes subissent des stéréotypes ancrés dans la société qui les dévalorisent et limitent leur potentiel. Parce que surtout les violences verbales, parfois les gens te disent la famille, comme Gumbogi, des proverbes comme la famille Boromban lay faral, Gumbo tal na lenen ludul tebiten. Des regards condescendants aux discriminations flagrantes, Maria Toufal partage une anecdote marquante liée à son handicap. Un jour, une dame m'avait donné une aumône composée d'aiguilles, de percale et d'une poule. Je l'ai pris parce que mon père m'avait conseillé de prendre tout ce qu'on me donne. Et vu que j'attendais un bus pour aller à l'école, j'ai décidé de le donner au talibé. Après avoir vu ça, la personne est retournée me dire que le monde m'était destiné, donc je n'avais pas le droit de le donner aux autres. C'est là que j'ai compris que c'était un sacrifice et je lui ai retourné la chose. Tout ce qui ne tue pas rend plus fort, aiment-elles rappeler, une force qu'elles utilisent pour revendiquer l'application de la loi d'orientation sociale. Une législation qui pourrait leur rendre leur dignité et leur place dans la société. Dieynaba Omar Sow, les femmes issues des collectivités territoriales dans les régions minières du Sénégal, dont la région de Fatick, ont participé à la conférence nationale des femmes des collectivités minières sur les ambitions du référentiel Sénégal 2050 ce week-end à Toubab Dialaw, une occasion de recueillir les préoccupations de ces dernières concernant le secteur extractif, leur autonomisation et le contenu local. Daouda Diop, chargé des projets ISAID, est au micro de Ndeye Amissar. Saint-Louis, Matam, Kédougou, mais également Thiès et Fatick. Chacune de ces régions a des structures qu'on appelle FCM, qu'on a comme définition qu'on appelle femmes des collectivités minières. Nous avons travaillé avec ces femmes dans le cadre de la formation sur le secteur extractif, notamment sur des thématiques concernant le cadre juridique et réglementaire, mais également nous avons travaillé avec ces femmes dans ce qui concerne les activités d'autonomisation des femmes, ou autrement dit les activités générales
génératrices de revenus pour permettre ou contribuer à l'autonomisation des femmes. Aujourd'hui, l'activité principale porte sur le contenu local. Qui parle de contenu local parle également d'autonomisation des femmes, parce que au niveau du code minier, à travers son article 115 qui prévoit le fonds d'appui au développement local, le même article prévoit qu'une partie de ce fonds doit être utilisée pour financer les projets d'autonomisation des femmes. Ce travail que nous avons entamé avec les femmes, mais également avec le ministère, permettra de revisiter ce qui a été fait en termes de formation, et nous nous sommes rendus compte que les femmes veulent vraiment travailler. Les femmes se sont déjà regroupées dans des cadres qui leur permettent de travailler, mais il manque un certain nombre d'accompagnements, même relevé aux autorités étatiques, notamment tout ce qui concerne la formalisation en termes de disposer de FRA, mais en termes de disposer d'étiquettes et d'autres actions qui leur permettraient de voir de la visibilité afin de pouvoir commercialiser leurs produits. Mais également, nous lançons un appel à l'État du Sénégal, mais également aux entreprises, pour qu'elles permettent de faire en sorte que les entreprises dirigées par les femmes puissent en tout cas gagner des parts de marché au niveau du contenu local. Et pour cela, il faudrait que l'État renforce l'accompagnement à travers le comité national de suivi du contenu local. Il y a déjà l'existence d'accompagnement. Nous l'appelons à ce que cela puisse être renforcé, mais surtout du côté des femmes. À présent, direction Bourg, où dans la commune de Ficelle, les enfants de moins de 14 ans ont bénéficié d'une consultation gratuite pendant 3 jours. L'association One Love ODV, basée en Italie, en partenariat avec la mairie, ont organisé du jeudi au samedi des consultations dans 3 postes de santé différents. Un objectif atteint selon Abou Diop, le coordonnateur du projet, au micro de Pape Kairé. One Love ODV est une association présente à Ficelle depuis plusieurs années, on peut dire même depuis plus de 10 ans, et intervient dans plusieurs activités. Les ambulances que nous voyons ici dans les 4 postes de santé sont offertes par One Love. Dans le domaine de l'éducation également, il y a beaucoup d'actions qui sont menées à l'endroit des enfants, telles que le parrainage, et que donc cette activité aujourd'hui vient couronner les actions de parrainage que One Love est en train de faire pour les enfants. C'est des consultations gratuites pédiatriques dédiées aux enfants de 5 à 12 ans. L'année dernière, on l'a fait, l'objectif de l'année dernière a été atteint. Cette année, on a même dépassé l'objectif. On était à 300%, on a fait plus de 300%. On est à 400 presque. Donc vraiment, nous lançons un appel aux techniciens de la santé qu'un suivi soit, n'est-ce pas, accordé à ces... Après Mbour, nous voilà à Bignona, où dans le cadre d'un projet d'appui à l'amélioration de l'accès à la justice pour les acteurs économiques au Sénégal, l'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique, en partenariat avec la coopération allemande ZIS, a organisé un atelier de formation et de renforcement de capacités afin de comprendre certaines procédures juridiques à l'endroit des jeunes entrepreneurs de Bignona. Mamadou Salou, ou bien Mamadou Malou, CI chargé de projet, au micro de Jakaria Djedjou. Le constat que nous avons fait est que le Sénégal, effectivement, l'économie est détenue en grande partie par l'économie informelle. Et l'économie informelle n'est ni avantageux pour l'État, qui perd énormément de fiscalité. Également n'est pas avantageux pour les acteurs économiques parce qu'ils ne peuvent pas prétendre à notamment bonifier leur activité, mais également à bénéficier des avantages, des facilités de l'État, notamment dans le cadre des mécanismes de financement. Donc l'objectif est que, notamment de les sensibiliser sur les modes alternatifs de règlement du conflit, mais également d'entretenir avec eux sur les thématiques que je viens de citer et qui les permettra en fin de compte, si toutefois ils appliquent toutes les recommandations qui sortiront de cette activité, de pouvoir bonifier leur activité, de sortir de l'économie de subsistance et aller vers une économie vraiment compétitive pour pouvoir capter les marchés qui sont au niveau local, mais pourquoi pas au niveau national. Voilà, c'est ça l'objectif principal du projet.
Restons toujours dans le sud du pays où la commune de Ziguinchor a accueilli ce lundi 2 décembre 2024 une consultation régionale sur la révision de la loi d'orientation agro-silvo-pastorale dans un hôtel de la ville. Cette rencontre prévue sur 3 jours vise à construire ensemble une loi d'orientation agro-silvo-pastorale et halieutique prenant en compte les enjeux de durabilité, de l'équité dans la répartition des ressources et les opportunités. Naziro Sall, représentant du groupe de dialogue politique, s'est exprimé au micro de Aïssatou Ginette Badji. La rencontre d'aujourd'hui, on est venu faire un deuxième atelier test sur la consultation citoyenne sur la révision de la loi agro-silvo-pastorale halieutique qui a été votée en 2004. Il était prévu depuis lors, effectivement, qu'après 20 ans de sa mise en œuvre ou de son application, qu'on évalue cette loi. Et pour arriver à réviser cette loi, il a été retenu une démarche de consultation inclusive et retenu de faire 2 ateliers tests, un atelier dans la région de Saint-Louis et un autre atelier à Ziguinchor. Sur la base de ça, ça nous permet effectivement de pouvoir consulter l'ensemble des 14 régions du Sénégal pour avoir le maximum possible les points de vue des acteurs ruraux et des autres acteurs effectivement pour la révision de cette loi. C'était l'objet aujourd'hui. L'objet donc, c'est de faire cette consultation. La deuxième après la région de Saint-Louis. Ce qui est cherché ici, c'est de voir est-ce que l'approche tient. Est-ce qu'en fonction de ce qui va être présenté sur le bilan de la loi, qu'est-ce que les acteurs de la région de Ziguinchor apporteront comme contribution. Et sur la base de ça, effectivement, nous allons élargir les concertations. C'est en termes d'approche, de comment consulter les citoyens. Et puis contribuer efficacement à la transition environnementale et climatique des communautés dans le département de Podor est l'objectif du conseil départemental de Podor, l'IPAR et l'école des entrepreneurs du Québec réunis dans le projet Jeunes Entrepreneurs Verts. Au total, 35 conseillers en accompagnement d'entrepreneurs verts ont reçu leurs attestations ce lundi, compte rendu Aminata Ndiaye. Au total, 35 jeunes filles et hommes ont reçu leur attestation de fin de formation pour accompagner et renforcer des entrepreneurs verts. Mais nous profitons de cette remise d'attestation pour organiser ce qu'on a appelé une route d'apprentissage en entrepreneuriat vert. C'est de s'appuyer sur ces conseils formateurs. Ils vont accompagner et renforcer des entrepreneurs qui ont été sélectionnés dans les différentes zones géographiques du département de Podor. Cette formation assurée par l'IPAR et l'École des entrepreneurs du Québec s'est déroulée d'abord en présentiel, puis en ligne. Là, aujourd'hui, je suis tellement contente, honorée et satisfaite d'avoir reçu une attestation qui me certifie comme conseiller formateur en démarrage d'entreprise. C'était tellement dur et cet enseignement aussi était tellement riche en pédagogie et en compétences. À la sortie de cette formation, des activités seront menées et je serai vraiment ravi de partager toute cette expérience et toutes ces connaissances que j'ai acquises. Pour sa part, le directeur international de l'École des entrepreneurs du Québec a dit la satisfaction du principal bailleur, programme de coopération climatique internationale du gouvernement du Québec, ainsi que ses partenaires que sont par Tinky Tank et le secrétariat international de l'eau qui s'engagent à poursuivre le chemin pour plusieurs années. Autant l'école que le secrétariat international de l'eau et IPAR, surtout IPAR qui est déjà sur le terrain, on va être avec tous les entrepreneurs, les conseillers, au moins pendant les 12 prochaines années. Mais on travaille déjà pour la recherche de nouveaux projets. C'est sûr qu'on a vraiment l'intérêt de rester ici. Pourquoi? Parce qu'on voit la capacité, on voit l'engagement des gens, autant les conseillers que les entrepreneurs. Et on sait qu'on a des très bons résultats à atteindre ici. Les récipiendaires vont entamer une autre phase dite la route d'apprentissage en entrepreneuriat vert, une formation en immersion avec les 70 entrepreneurs sélectionnés dans les 4 arrondissements que compte le département de Podor.
À présent, parlons religieux. Le gamou annuel de Médina Niassène de Keur Madiabel va se tenir le samedi 4 janvier 2025. Le Khalifa au Sénégal, c'est le thème choisi pour la 77e édition de cet événement religieux avec en toile de fond le rôle des foyers religieux dans la société sénégalaise. Une occasion pour les organisateurs de revenir sur certaines préoccupations pour le bon déroulement du gamou. Écoutons à ce propos Serigne Barham Niass, porte-parole du jour, au micro de Ousmane Dem. Nous avons choisi comme thème central cette année le Khilafa Soufi au Sénégal, juste pour mettre en exergue cette opportunité que le bon Dieu a gratifié le Sénégal, ces khilafas qui sont une sorte de regroupement qui permet à tout un chacun d'avoir une référence en matière de religion pour bien vivre sa foi, mais surtout vivre en communauté. Et nous avons jugé nécessaire que quand le bon Dieu vous donne quelque chose qui vous donne satisfaction, vous avez l'obligation et le devoir de penser sur comment pérenniser cette chose-là. Voilà pourquoi nous avons choisi ce thème, pour pouvoir explorer et exploiter les contours et faire sortir, évoquer certains problèmes, essayer de leur trouver des solutions. C'est une sollicitation que nous avons renouvelée cette année aussi. À l'entrée de Keur Madiabel, il y a une voie de contournement qui fait quelque chose comme 4,5 km. Nous avions demandé son bitumage. Maintenant, pour les autres sollicitations, c'est presque devenu une routine. La sécurité, la santé, le secours et tout ça, tous ces services de l'État qui sont là, nous ont aussi renouvelé leurs engagements, comme quoi ils vont faire le nécessaire. Qui met fin à cette première partie de cette édition. Tout de suite, la deuxième partie. La deuxième partie de cette édition, la publication de la liste des médias jugés conformes avec la loi par le ministère de la Communication. Seulement 11 radios communautaires y figurent. Un délai de 3 jours est fixé pour permettre à ces médias de régulariser leur dossier. Mais y aura-t-il d'autres radios communautaires sur la liste et quelle sera la procédure à adopter? Les réponses dans cet entretien de Aminata Ablaïwat avec M. Taladian, président de l'Irak. Écoutons. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cet entretien. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Taladian, le président de l'Irak. Président, bonjour. Bonjour, Aminata. Alors, sans nul doute, vous savez que la liste des médias conformes avec la loi a été publiée au Sénégal et on a vu qu'il n'y a que 11 radios communautaires qui ont été listées conformes parmi 132 ou 134 plutôt radios communautaires. Pourquoi cela, Président? Merci beaucoup. Je veux juste préciser que cette liste n'est qu'une liste provisoire. Effectivement, beaucoup de radios communautaires sont inscrits. Parce qu'il y a 116 radios communautaires qui sont inscrits. Mais dans le cadre de leur inscription, il y a eu des erreurs matérielles. Ce qui fait que ils n'ont pas pu être sur la liste définitive. Mais le ministère va envoyer ce soir un mail pour que l'ensemble des gens qui sont inscrits, mais qui ont, dans les inscriptions, il y a des erreurs matérielles, puissent rectifier afin qu'ils puissent être dans le fichier définitif. Je peux vous dire que j'ai bon espoir que l'ensemble des radios communautaires de l'Irak seront effectivement reconnus comme étant des médias conformes. Parce qu'elles ont déjà signé le cahier des charges avec le CNRA. Donc c'est juste un problème d'inscription au niveau de la plateforme, des erreurs matérielles d'inscription. Mais ça se fera. Ça se fera sous peu. Je voulais aussi dire que la RTC, on l'a fait depuis hier. Donc la RTC aussi est dans le lot et sera reconnue aussi comme média communautaire, comme tous les autres médias. D'accord. Maintenant, quand même, on a besoin de savoir si c'est la radio communautaire elle-même qui doit se charger de sa conformité avec la loi ou c'est le rôle de l'Irak. Non, ça, c'est pas le rôle de l'Irak. Parce que dans la plateforme, il y a des éléments d'information que l'Irak ne peut pas fournir, la radio elle seule peut la fournir. D'ailleurs, lorsqu'on nous a envoyé le lien de la plateforme, on a déployé, on a partagé ce lien-là avec l'ensemble des responsables au niveau des régions, afin qu'ils puissent partager le lien-là avec les radios pour que les radios puissent s'inscrire. Et les radios,
j'espère que elles sont inscrites parce qu'il y a certes des retardataires, parce que ça aussi, c'est un de nos défauts, nous, Sénégalais. On est toujours des hommes de la dernière heure. Hier, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas inscrits, se sont inscrits. Ça, je peux l'attester. Mais il y avait déjà 76 qui s'étaient inscrits avant la publication de la liste par le ministre. Mais entre-temps, beaucoup de gens se sont inscrits, y compris la RTZ. Alors, heureusement que l'État du Sénégal a donné un ultimatum de 3 jours pour permettre à ces radios communautaires qui n'ont pas eu la chance d'être listées dans ces médias qui sont en conformité avec la loi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut espérer quand même voir d'autres radios communautaires parmi ces listes des médias conformes avec la loi? Non, c'est ce que j'ai dit. Il n'y a pas à périr à la démarche. Je l'ai dit aux gars de rester sereins. S'ils sont déjà dans la plateforme et sont inscrits, et à la fin on les a envoyé un message pour leur dire que votre inscription a été acceptée, c'est juste une correction d'erreur matérielle que le ministre les services du ministère vont nous envoyer aujourd'hui, cette nuit-là, ou bien au plus tard demain matin, pour qu'elles corrigent, et puis c'est fini. Ils seront reconnus, elles seront reconnues du moins. D'accord. En tout cas, on espère vraiment voir pas mal de radios communautaires parmi la liste de ces radios. Et vous l'avez tantôt parlé, on parle de la RTC. On avait quand même voulu voir RTC parmi la liste de ces médias conformes. Mais justement, par rapport à la mission de la RTC, est-ce que vous pouvez en revenir? Ok, merci. La RTC n'est que un média des radios communautaires. Nous avons la même ligne. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est le développement économique, social et culturel du pays, de renforcer la démocratie locale, mais aussi faire en sorte qu'il y ait un dialogue permanent entre l'ensemble des acteurs du développement, mais entre l'État du Sénégal et les communautés locales et les populations, afin que nous puissions appréhender, définir des orientations qui peuvent aujourd'hui permettre à cette population-là de vivre mieux. Mais aussi renforcer la transparence dans la gestion des affaires publiques et servir de monitoring aux politiques publiques de l'État du Sénégal. Voilà, grosso modo, la ligne de la RTC et des radios communautaires. D'accord. En tout cas, ce fut un plaisir vraiment de vous accueillir dans cet entretien, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous également, chers téléspectateurs de la RTC. Je vous rappelle que c'était Talla Dian, le président de l'Union des radios associatives et communautaires du Sénégal. Merci beaucoup. Merci également à vous, Aminata Abdoulaye Wade, pour cet entretien. Mesdames et messieurs, c'est un entretien qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.iracsenegal.sn. Au revoir.